C'était la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant de recevoir ma nouvelle invitée, place au zap des vidéos YouTube. C'est parti. Nous sommes ici pour parler de Earthquake, mon deuxième album solo. C'est un album qui représente 2 années de travail, avec beaucoup de joie, d'émotion, mais aussi beaucoup de peur, puisqu'il est fondamentalement différent de l'album qu'il y avait juste avant. Aujourd'hui, on est à Saint-Léonard-des-Bois pour faire une randonnée, pour prendre un moment de plaisir, pas un moment de cauchemar. On va se lancer sur le circuit Les Méandres de la Sarthe. Les Méandres de la Sarthe. Voilà. Là, ça sent le danger. Là, on se met en danger. Attention les guiboles, va falloir s'étirer. En général, quand ça commence comme ça, je sais que je me jette dans la gueule du loup. Je suis sur la rando jaune, il n'y a plus. Par contre, je sais, je comprends, ça a dû tomber. Non mais quand je commence comme ça, en général, je sais que ça va être la rando de tous les dangers. Je le sais. Aujourd'hui, je vous emmène au Mans, là où l'histoire se mêle au cinéma. Je retourne sur les lieux emblématiques de la ville qui ont donné vie à des films légendaires. On commence avec le film Le Mans 66, réalisé par James Mangold en 2019 avec Matt Damon et Christian Bale. Comme vous pouvez le voir avec cette scène du film tournée sur la place du Cardinal Grant. Ce film retrace l'épopée de la célèbre course automobile de 1966. Dimanche sur l'Arche de la Nature, vous allez pouvoir justement à partir de 8h30 déguster cette beurrée de riz et avec les adhérents de l'association Eula Patois Sartois, on vous invite à lire le code des bonnes manières sartoises pour la dégustation de la beurrée de riz. Le Clos Saint-Denis, quelle histoire. La dame de l'office du tourisme, elle, à un moment donné, elle a dit ça va être critique. Là, on y est. J'y suis allé ce matin. Elle me l'a dit que ça allait être critique à un moment donné, c'est ici. D'accord? Sors la brochure du sac. Je vais boire de l'eau en même temps. Les mains derrière le dos me permettent à la fois une ergonomie, donc plus de vitesse et, comment dire, un côté confort qui est indéniable. Les gens de 60 ans sont des sages, hein. Tu vois, on passe devant des baraques de ouf. J'aimerais bien, tu vois, avoir plein d'oseille, tu vas arriver, sonner de chez toi. Hop, c'est chez moi maintenant, tu dégages. Qui sortent quand je prends en photo l'église. Dans les rues du Vieux-Mans, vous pouvez aussi y avoir croisé en 2007 le tournage du film Molière de Laurent Tirard, dont le héros est incarné par Romain Duris, comme on le voit ici devant la cathédrale Saint-Julien-le-Mans, qui joue aux côtés de Fabrice Lucchini, un biopic immersif filmé au cœur des rues Mansell. Et puis en février 2024, le film Les Chèvres sortira sur le grand écran. Cette comédie signée Fred Cavaillé a un casting 3 étoiles avec Danny Boone, Jérôme Commandeur et Claire Schust, avec des scènes tournées dans la rue de la Reine Bérengère et dans l'historique cité Plantagenet. Donc tu viens là pour donner un coup de main. C'est ça, mais c'est parfait. Et donc qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Montre-moi un peu ce que tu as réalisé ici. Ok, alors ici j'ai réalisé des petits cônes d'hors d'œuvre. Ouais. On va retrouver perles marines, taboulé aux frites et betteraves. Oui. Ici on va retrouver dans la ligne ici des mini burgers, ici des navettes poulet curry. Ouais, voilà, t'as raison. Et mais quand ça pète là? Putain, il y a un truc qui traîne. Je sais pas ce que c'est. Ça. Ça doit être un piano ça. Et dans quelques instants maintenant, nous allons recevoir Julie Hernandez pour parler de neuroatypie, mais pas que, c'est maintenant. On va parler de neuroatypie, TDAH, haut potentiel, des termes que vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez vraiment la définition? Je reçois Julie. Comment vas-tu, Julie, aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça va très bien.
sur cette première... Oui, toute première télé, on va parler de toi, ton parcours. Tu es coach. Comment faire son atypie une force, mais pas que, tu fais beaucoup d'autres choses. Moi, j'aime bien avoir la définition propre de chaque personne. La neuroatypie, selon Julie, c'est quoi sa définition? Alors la neuroatypie, selon moi, c'est en réalité toutes les personnes qui ont un fonctionnement cognitif qui est différent de la norme. D'accord. Sur une définition très scientifique, c'est des personnes qui vont avoir des fonctionnements neurodéveloppementaux qui vont être, encore une fois, en parallèle de de la norme. Et ça va aussi sur les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc là, on entend le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aussi les personnes qui ont un TSA, trouble du syndrome autistique. Et les personnes qui en parlent le mieux, c'est les personnes qui sont neuroatypiques. Tu l'es, tu dis sur ta sortie, tu as mis 33 ans sans connaître le pourquoi du comment, en fait. C'est ça. Et en ce qui te concerne, neuroatypique par rapport à quoi, te concernant toi? Alors en fait, moi, jusqu'à l'âge de mes 33 ans, je me suis toujours sentie... Différente des autres Ouais. En fait, j'étais toujours à me demander, il est où le bonheur, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que plein de je questions comprends sans pas, cesse. en fait. Okay. C'est ça. En fait, je sentais bien que j'avais toujours besoin de comprendre les choses, mais sans avoir jamais vraiment de réponse, en fait. Et donc, du coup, à l'âge de 33 ans, effectivement, après un parcours personnel d'introspection qui a duré plus d'1 an, du coup, je suis allée à la découverte de moi-même, vraiment. Et en fait, je me suis rencontrée, mais au sens large, émotionnel. Je suis rentrée dans l'holistique aussi, avec la méditation, des choses qui m'ont fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai aussi appris une facette de moi qui était mes neuroatypies. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un très haut potentiel intellectuel et aussi un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Mais j'ai aussi ce qu'on appelle des troubles 10, une dyslexie, une dyspraxie. Et tout ça, en fait, s'est passé en dessous des radars pendant 33 ans. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as fait cette introspection de toi-même? Qu'est-ce qui a été l'après, en fait? Alors en fait, il y a eu 2 étapes dans l'après. Il y a eu une première étape juste après la découverte où je me suis dit waouh, c'est incroyable, j'ai toute la réponse à mes questions. Oui, génial. Enfin, je comprends, tu vois. C'est sûr. Et en fait, le soufflet est vite retombé. Ah mince, ok. Ascenseur émotionnel, en fait. Exactement. Le soufflet est très vite retombé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était des lettres sur un papier. C'est quelque chose de très officiel, c'est quelque chose de très... Oui. Voilà, c'est très agréable de savoir un petit peu d'être étiqueté finalement. Évidemment. Mais en fait, déjà, je me suis rendu compte que j'étais moi-même pleine de clichés là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de clichés. C'est un sujet à la mode, soi-disant. Oui, c'est vrai que j'allais y venir. C'est depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Il y a même les fictions maintenant où on en parle. Exactement. Sauf qu'en fait, tout ça, ça alimente des clichés qui sont pas, en fait, qui sont loin de la réalité. Et du coup, moi, ce qui a réellement changé et qui a fait le après, ça a été le fait de d'abord reconnaître, mais surtout de comprendre tous mes troubles, qui du coup m'ont permis de me comprendre moi, évidemment, pour pouvoir m'accepter et aussi me faire accepter et comprendre le monde dans lequel je vivais finalement, parce que souvent la différence malheureusement crée le rejet et c'est un peu ce qu'on a tous vécu en tant que neuroatypique. Donc aujourd'hui, je te dirais que le après, c'est grâce à la compréhension dans une partie très globale, aussi bien sur l'émotionnel que l'intellect, vraiment sur tout, qui permet du coup, grâce à la connaissance de mes atypies, d'avoir passé un step vraiment très particulier et qui m'a vraiment libérée en fait. C'est libérateur, mais à condition de comprendre. Évidemment, il faut comprendre, il faut prendre le temps, j'imagine, il faut être patient aussi avec soi-même, hein. Ça va pas être évident. Ouais, et puis surtout, faut entre guillemets trouver la bonne personne ou alors être prêt à faire des recherches. Moi, je sais que moi, je me suis pris de passion pour le cerveau, je me suis formée aux neurosciences, enfin, ça a été vraiment une passion incroyable en fait. C'est le fait qu'avant, j'imagine que tu te poses plein de questions, ça a aussi joué en ta faveur finalement. Exactement. D'être toujours à la recherche de réponses. Hein. C'est qu'en fait, le jour où j'ai compris, j'ai pu poser des mots, je me suis dit, ok, où sont mes compétences, où sont mes capacités? Ok, je pars dans tous les sens, j'ai 50 000 idées, je suis capable de faire de 10 pièces une seule partie et d'être en capacité de tac, de cadrer les choses. Ok, qu'est-ce que j'en fais? En fait, tout ça, je l'ai mis à mon propre profit. Et du coup, c'est comme ça après qu'est venu l'entrepreneuriat. Mais en fait, ça a été des heures et des heures de recherche sur le web. À la compréhension vraiment à la fois de ce qui se passe, de qu'est-ce que c'est, de comment on fait. Et en fait, tout ça mis en place, du coup, ça m'a permis de comprendre, en fait. Et maintenant, tu aides les autres. Exactement. Et les personnes qui nous regardent, qui peut-être sont neuroatypiques, comment ça se passe, les suivis avec toi? Quel processus quand les gens te contactent?
Alors en fait, il y a plusieurs possibilités, enfin il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des personnes qui sont en plein questionnement, qui n'ont pas encore eu de révélation sur eux-mêmes, qui ne sont pas sûrs, qui se demandent si peut-être que est-ce que je suis pas. Donc du coup, en fait, moi je les accompagne là-dessus, sur ce questionnement. Il y a aussi des personnes que je vais avoir qui sont, elles, effectivement, déjà qui savent qu'elles sont neuroatypiques et qui ont besoin, en fait, justement, d'être en capacité de comprendre ce qui se passe en elles, de comprendre leur fonctionnement, de comprendre aussi parfois les normes sociales, de comprendre le monde, en fait, dans lequel on vit, mais du coup, tout ça dans l'objectif de se comprendre elles-mêmes. Moi, comme je te disais, j'ai intégré de l'holistique aussi à mes programmes, donc en fait, aujourd'hui, j'ai plein d'outils, en fait, du quotidien, c'est des tips, c'est, OK, comment je fais pour, en fait, amenuiser mes troubles dans mon quotidien et faire en sorte qu'en fait, ces troubles-là ne me rendent plus la vie difficile et qu'en fait, je sois en capacité de vivre en harmonie avec elle et donc avec moi-même. Et après, la dernière typologie de clientèle que je vais avoir, ça va être des parents qui ont des enfants eux-mêmes neuroatypiques et qui du coup, en fait, sont un peu démunis parce qu'aujourd'hui en France, il y a un vrai vide sur tout le suivi des parents. Et en fait, oui, on s'occupe beaucoup des enfants, mais en fait, les parents, ils ne sont pas pris en charge. On ne pense pas aux parents qui ont des enfants neuroatypiques. Exactement. Ça, okay. Et en fait, du coup, on se rend compte que aussi bien les enfants eux-mêmes que les parents, on en revient toujours à la même chose. Ils comprennent pas en fait. Oui, c'est clair. Ils ont des lettres et on leur dit ok, votre enfant il est TDAH, il est HPI, parce que moi le TDAH c'est vraiment la chose qui me passionne chez les enfants. Mais en fait les parents ok, mais on fait quoi maintenant avec ça? Comment on peut gérer? Exactement. Okay. Comment on fait? Comment on fait pour gérer un enfant qui, par exemple, va avoir un trouble oppositionnel, qui va pas être en accord avec l'autorité, qui va avoir du mal à respecter les règles, tout ça? En fait, comment on fait? Et là, on te contacte. Exactement. Tu peux aider. Et juste pour finir, quels sont les signes précurseurs pour les personnes HPI, TDAH? Comment on peut capter des petits signes? Alors en fait, pour capter des petits signes, il faudrait... C'est évident, j'imagine. Alors c'est pas évident, mais surtout, la première chose que j'aimerais, c'est que vraiment, en fait, on s'enlève les clichés de la tête. C'est tout ça. Je pense que vraiment les clichés, parce que l'image du gamin qui est HPI ou THPI et qui du coup a sauté 8 classes et qui joue du violon, ou bien l'adulte qui serait par exemple en train de travailler dans l'astrophysique, déjà si on arrive à se libérer de ça, de toute l'image sociétale qu'on en a, ce sera déjà bien, ce sera un bon début. Exactement, parce que là on ouvrira la porte au vrai questionnement en fait. De toute façon, on peut te contacter sur Instagram, tu as ton site où on peut te trouver tous les détails, des formations. Tu parles aussi de toi, pareil, avec toute transparence. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir parlé de tout ça. Avec plaisir. C'est ça qu'on n'en parle pas assez de façon transparente ici dans Les Meilleurs, donc merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Et on peut te suivre sur Instagram pour avoir aussi du contenu. Il y a des vidéos, des photos, des carousels, bref. N'hésitez pas à contacter Julie. Dans quelques instants, on parlera d'événementiel avec un nouveau salon de thé et café qui va ouvrir d'ici quelques mois dans le Vieux-Mans. Et Emeline sera sur le plateau pour parler d'une soirée 100% femmes. Alors, à tout de suite.